Salut tout le monde, Bruno. On a eu le débat finalement. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter ce qui s'est passé. Ça a été quand même assez instructif, en tout cas, pour ceux qui ont pas trouvé ça intéressant par rapport aux topics qui ont été couverts, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu superficiel, ce genre de débat-là. Ben, il y a eu quand même des commentaires de M. Trump qui ont été pas mal hilarants. En tout cas, c'est relayé dans les réseaux actuellement, ou même des républicains, des gens qui le défendent bec et ongle, comme Bill O'Reilly. Ben, même eux, actuellement, disent qu'il a eu l'air d'un idiot. Et puis, son commentaire comme quoi les immigrants mangeaient des chiens et des chats, ben, ça l'a pas impressionné personne. Puis M. O'Reilly, surprenamment, parce qu'il manque quand même très, 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 très souvent de gros bon sens, où il y a beaucoup de mauvaise foi, ben, il s'est permis de dire que c'était absolument ridicule que Trump avait été bulldozé par Kamala Harris. Et c'est ce que je pense aussi. J'ai donné, moi, globalement, à Kamala 7,5 sur 10 dans le débat. Non pas qu'elle avait une aisance de parole qui était absolue, parce qu'au début, on la sentait chevrotante. Même au niveau du port, du corps, l'attitude, je trouvais qu'elle n'avait pas toujours l'espèce de tenue présidentielle que j'aime voir. Ce qu'on a pu voir peut-être chez un Obama ou chez un Clinton à l'époque ou chez un Kennedy, elle n'était pas là exactement. Mais elle a été très, très efficace pour dégommer Trump de plusieurs façons. Parce qu'elle a utilisé finalement, elle n'a pas répondu à ses pièges, ses questions, ses commentaires déplaisants. Et puis, elle a attaqué son bilan économique. Elle a attaqué la personne, sa façon de mener ses meetings. Quand elle lui a dit, par exemple, que dans ses meetings, ben, premièrement, il y a moins de monde, et puis de moins en moins de monde, et que les gens s'ennuyaient à tel point qu'à un moment donné, ils quittaient avant la fin des meet-ups. Et puis, ben ça l'a fait réagir Trump. Puis elle l'a mis un peu sur la défensive comme ça toute la soirée. Il y a 11 topics qui ont été couverts dans la soirée par rapport, évidemment, à l'Ukraine, Israël, par rapport à tous les problèmes qu'il y a aux États-Unis. On a parlé, évidemment, d'économie. C'est ça qui a été le plus dominant. Puis, ben, les 11 topics qui ont été couverts, Trump était sur la défensive. À aucun moment, il avait de l'air relax, puis il n'a pas pu faire finalement ces espèces de moves de judo pour faire mal paraître les autres. Il n'a pas pu contre Kamala, puis elle l'a attaqué systématiquement. Elle a aussi souligné que le type qui voulait parler de criminalité, lui-même était inculpé 34 fois et que c'était un criminel. Donc, c'est un petit peu une pétition de principe. Maintenant, les résultats de tout ça. Ça l'a bougé. Les démocrates actuellement, ou plutôt Kamala Harris, à l'échelle nationale, elle a été chercher à peu près, selon les sondages, un 2,8% de edge. Mais la course est encore très, très, très serrée. Ceux qui suivent Trump, bec et ongle, le défendent. Donc, il y a des gens même qui pensent que Trump a gagné le débat. Je ne vois pas comment on peut en arriver à cette conclusion-là, à moins d'être fortement médicamenté, mais il y en a qui défendent ce que Trump a fait durant l'heure et demie. Pour ceux qui ont écouté, vous avez vu qu'il a été repris à plusieurs reprises. Il y a eu du fact-checking. Et puis, on a soulevé que par rapport à l'immigration, puis par rapport à d'autres dossiers, dont ceux de l'économie, parce que Trump dit que quand il s'est retiré, il y avait une économie glorieuse aux États-Unis, que jamais avant lui, il y avait eu un bilan aussi positif et blablabla. Les chiffres le démentent. Trump, en fait, dans la fin de son mandat par rapport au travail et tout, il y avait un méchant décalage. C'était pas la catastrophe absolue, mais c'était pas non plus là, l'espèce de palette vert que notre bonhomme nous présente. On était loin de ça. Donc, juste faire un wrap-up de la situation. La course reste serrée. Il y a 3 swing states, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui sont des États clés que Kamala, idéalement, devrait rapporter. Donc, la Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs. Donc, la personne qui gagne la Pennsylvanie obtient
ces 19 grands électeurs-là. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Le Michigan, c'est 15 et le Wisconsin, c'est 10. Et pour qu'un parti gagne la mise, il faut 270 grands électeurs de leur bord sur les 538 qui sont disponibles. Donc, c'est ça le système américain. Tu peux gagner au vote universel, mais si tu ne gagnes pas les grands électeurs, tu es foutu. Donc, il y a certains États que tu dois nécessairement d'obtenir. Sur le plan national, comme je vous disais, Harris a un petit edge. Trump reste fort, mais particulièrement au sein de ses troupes. Et quand on parle d'économie, il reste quand même que, parce que c'est un homme, parce qu'on est quand même dans ces espèces d'engrammes-là, on fonctionne par rapport à des choses qu'on a apprises et tout. Bien, Trump, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 250 livres si c'est pas plus, de bédaine. Et il semble être capable d'incarner cette espèce de personne-là qui, face à l'économie, est plus solide. Mais Kamala, actuellement, rebrasse les cartes, puis elle est très, très efficace. Donc, pour tout le monde, globalement, dans les médias, y compris chez les républicains, on croit que Kamala a démoli Trump. C'est comme ça que c'est présenté. Dans le pire cas, elle a fait mieux que lui. Et il y a une petite frange, comme je vous disais, d'égarés qui, eux, disent le contraire. On peut pas l'éviter, malheureusement. Donc, au départ, Madame Harris était nerveuse au début du pep talk. Et puis, mais elle a quand même, en entrée, là, été serrer la main de Trump. Puis, à partir de là, tranquillement, pas vite, elle a repris cette espèce de posture-là. Et elle a été capable de faire des commentaires qui étaient très, très, très incisifs. On ne les couvrira pas au complet parce qu'il y en a trop. Vous pouvez regarder le bilan, le meeting, encore une fois, l'espèce de face-à-face. Mais elle a réussi à gagner tous les topics dont on discutait. Et elle a, au fur et à mesure où le débat se déployait, se développait, elle était plus efficace, plus posée, moqueuse. Et ça, Trump, bien évidemment, pour un type qui a un problème d'ego, qui est un pervers narcissique, puis probablement aussi quelqu'un qui est en perte de vitesse sur le plan cognitif, je vous partage mes opinions là-dessus, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Bien évidemment, elle a attaqué là où ça fait mal, puis à partir de là, elle l'a mis vraiment dans une position où il pouvait juste réagir, puis dire un peu n'importe quoi, ce qui fait très bien. Quand on parle de Trump, on parle d'un type aussi qui subit des pressions multiples parce que M. Trump, prochainement, pourrait faire de la prison. N'oubliez pas, il y a 34 accusations contre lui et il y en a d'autres qui, éventuellement, vont donner des résultats. C'est pas nécessairement Jojo de son bord. Il y a une division aux États-Unis, gauche-droite, républicaine, démocrate, qui est énorme. À une certaine époque, à l'époque de Kennedy, par exemple, les gens arrivaient à se parler d'un parti et de l'autre. C'est de moins en moins vrai maintenant. Il y a des gens actuellement, des républicains qui sont très insatisfaits de Trump, ceux qui ont quitté le navire, qui étaient ses aides de camp, qui ont été à la Convention démocrate, bien, eux commencent à faire finalement des efforts pour dire, écoutez, c'est pas une élection pour un parti, c'est une élection pour les Américains, pour notre pays, pour notre Constitution. Donc, il y a une espèce de changement de ton à ce niveau-là, on le perçoit. Mais les purs et durs, évidemment, ne vont pas du tout amoindrir leurs propos puis tendre la main. C'est une impossibilité. Il y a aussi, au sein du Parti démocrate, des tensions. On ne les perçoit pas actuellement parce qu'on a réussi à réunifier tout ça pour qu'Harris passe. Après que Biden se soit retiré, on voulait absolument que Mme Harris puisse avoir toutes les chances de son côté. Mais il y a une aile gauche dans le parti. Donc, quand on parle de Ocasio-Cortez, quand on parle de Oman et de toutes ces figures-là qui ont une vision par rapport à Israël, par rapport à l'économie et tout, M. Sanders aussi, bien, ces gens-là, évidemment, après les élections, vont se faire entendre un petit peu plus.
Et comme il y a des conflits importants actuellement, Israël c'en est un, l'Ukraine aussi, bien, il est probable qu'à un moment donné, on voit un peu de dissension. C'est un gros mot, là, au sein du parti. Mais il va y avoir quand même quelque chose. Mme Harris devrait avoir une politique de continuité par rapport à l'Ukraine. Peut-être même qu'elle va permettre l'utilisation d'armes longue portée, alors que ce n'est pas le cas actuellement. En tout cas, c'est limité en termes d'espace pour l'Ukraine. Et par rapport à Israël, peut-être qu'il va y avoir quelques petits sons de cloche, mais on ne s'attend pas à grand-chose. Probablement qu'on va continuer à utiliser le narratif actuel comme quoi Israël est dans son bon droit, elle est fine, elle est belle, elle est extraordinaire, elle a été attaquée le 7 octobre, il n'y a pas de raison pour cette attaque-là, il n'y a pas d'historique qui résume cette attaque-là, pas du tout. Et puis là, ce qui se fait, il y a 40 000 morts d'un bord, puis il y en a quelques milliers de l'autre, et puis ça semble normal, l'armée israélienne est partout, les colons sont en Cisjordanie, ils tuent du monde, et on peut l'expliquer. On l'explique bien. Les hôpitaux explosent, les écoles, c'est pas un problème. Donc, au sein du Parti démocrate, la gauche dont je vous parle se braque contre ça. Et il y a une jeunesse militante aux États-Unis qui est dans les universités, qui est de moins en moins sous l'égide de l'EPAC, ce qui est le lobby israélien le plus fort aux États-Unis, qui nourrit les caisses de parti. Donc, il y a des problématiques. Et puis, après les élections, évidemment, il va y avoir des points de tension au sein même du Parti démocrate. Mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se produire. Au moins, la Constitution ne sera pas mise à mal. Il n'y aura pas de changement majeur comme Trump les a promis, dont la répression sur ses ennemis politiques. Il n'y aura pas ça avec les démocrates. Maintenant, on va parler un petit peu d'économie. Donc, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays où actuellement, il y a environ 70 000, 80 000 startups. Donc, c'est un pays qui permet ça. Des startups qui permettent d'améliorer l'éducation à travers l'intelligence artificielle, des startups au niveau des technologies. Donc, ils sont très, très forts là-dessus. Et c'est ce qui leur permet c'est ce qui conserve en fait le momentum aux Américains sur le plan économique. Parce qu'il y a des gros problèmes. Il y a des problèmes sociaux, ils en ont parlé aussi dans le débat, des inégalités raciales. Si on regarde, par exemple, ce qu'il y en est au niveau des Asiatiques, des Noirs, des Hispaniques, des Blancs, au niveau de l'éducation, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes facilités. Idem pour les soins de santé. Et puis, évidemment, chaque État aussi ont leurs propres critères pour accorder finalement des prêts aux étudiants et tout. Donc, c'est pas les mêmes conditions qu'on soit dans l'État de New York ou au Texas. Et puis ça, ça pose problème. Il y a aussi tous les problèmes de pauvreté. Donc, aux États-Unis, même si actuellement, l'emploi est quand même très, très élevé, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Donc, le salaire moyen partout aux États-Unis, si on prend l'ensemble des États-Unis, bien qu'il y ait une grande disparité entre les États, c'est de 52 000 $. Il y a des États comme l'État de New York, c'est 72 000 $. Donc, il faut faire beaucoup plus d'argent dans l'État de New York pour y arriver que des petits États connexes. Et tôt ou tard, l'inégalité qu'on voit aux États-Unis, qu'on perçoit aux États-Unis, va devenir un problème majeur au niveau de la population elle-même. Cette disparité-là, en fait, donne lieu à ce qu'on voit présentement. S'il y a une frange de la population qui appuie Trump, comme c'est le cas actuellement, c'est des gens qui sont désillusionnés, choqués, et aussi, sur le plan éducatif, ces gens-là, souvent, sont au plus bas de l'échelle. Et ça, c'est un constat qu'on fait. Quand il y a des enquêtes du Pew Center, de Politico, de The Economist, et qu'on regarde qui sont les gens, quel est le profil des gens qui supportent Trump, on est là actuellement. Donc, c'est dit sans aucun mépris, c'est tout simplement un constat. Les gens plus éduqués sont plus du bord des démocrates. Ce qui ne veut pas dire que le parti est parfait, loin de là, et que tout est beau. Donc, ça, sur le plan socio-économique, on peut dire qu'il va y avoir énormément d'enjeux, que ça va brasser
Et puis, on espère que Mme Harris, telle qu'elle l'a promis, qu'elle puisse aider les moyennes entreprises, qu'elle puisse déloader, pour utiliser un terme anglais, les gens de leur fardeau fiscal, ou en tout cas qu'elle puisse les aider d'une façon ou d'une autre. Les soins de santé aux États-Unis, c'est quelque chose qui est important. On a parlé de l'Obamacare. Trump a dit qu'avec moi, il ferait mieux. Il avait promis ça au début de son mandat et ça n'a jamais été fait. Il a dit qu'après ça, il a permis qu'on utilise l'Obamacare jusqu'au moment où on puisse le remplacer. C'est tout à fait faux. À un moment donné, il voulait complètement mettre la hache dans ce programme-là, mais il a été empêché. Donc, M. Trump a une facilité déconcertante des fois à changer la réalité pour la mettre un petit peu à sa main. Donc, je vous ai fait ici, je pense, un topo qui est assez intéressant. Maintenant, on va aller sur le cas d'Israël, l'Ukraine, et parce qu'évidemment, ça, c'est les deux gros conflits actuellement. Puis on pourrait aussi regarder vite fait la Chine. La Chine actuellement qui est en train de s'associer avec la Russie. Et évidemment, s'il y a une combinaison des forces pour créer du matériel militaire et tout, ça va devenir assez indigeste, merci. Donc, les Américains doivent faire quelque chose pour endiguer cette espèce de tendance-là qui s'installe tranquillement. Par rapport à Israël, il y a une levée de bouclier qui est générale. Partout dans le monde, on décrit ce qui se passe actuellement, particulièrement à Gaza. Les États-Unis, pourtant, mettent leur veto et sont toujours du bord des Israéliens. Donc, il va y avoir, à un moment donné, sur le plan diplomatique, du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de l'Ukraine, il y a fort à parier que on augmente l'aide à l'Ukraine, mais les Ukrainiens actuellement sont sous pression. Les Russes, c'est quand même tout un rouleau compresseur. Et puis, on ne remplace pas les gens qui meurent. Puis le ratio entre la Russie et l'Ukraine, en termes de monde, bien évidemment, c'est pas la même chose. Les Russes sont beaucoup plus. Ceci étant, il y a un problème de démographie en Russie. La Russie, actuellement, est en chute libre. Si on regarde les statistiques pour les 10 prochaines années, 20 prochaines années, 40 prochaines années, ça pique du nez. Aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est le seul pays occidental qui est en progression. Et un autre pays aussi, surprenamment, qui est en chute libre, c'est la Chine. Parce que la Chine, à un moment donné, a eu des politiques qui favorisaient les garçons plutôt que les filles. Donc, à un moment donné, il n'y a plus cet équilibre-là des forces hommes-femmes en Chine. Et il y a beaucoup de personnes qui sont vieilles. Donc, actuellement, le chiffre de la Chine est extraordinaire. On parle de milliards. Mais dans les 10-15 prochaines années, il y a beaucoup de vieux qui vont mourir et la population devrait revenir à des niveaux beaucoup moins impressionnants. On parle d'à peu près 600-700 millions pour plusieurs milliards actuellement. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on frôle les 2 milliards. Un autre pays qui est en progression, évidemment, c'est l'Inde, sur le plan démographique. Donc, on a ici là, un petit peu là, les pourtours de ce qui se passe mondialement. On vient de parler de démographie, on a parlé finalement des conflits. La Chine, éventuellement, pourrait aussi être tentée vers Taïwan, de reprendre le territoire taïwanais. Donc, la nouvelle administration américaine va avoir à lutter contre ces velléités-là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Les élections, l'autre fois, je me suis trompé, c'est pas le 6, c'est le 5 novembre. Donc, on est à moins de 60 jours des élections. Et puis, actuellement, même si Kamala se dégage, c'est pas encore assez pour dire qu'elle a la victoire en poche. On va voir l'impact qu'a eu le débat dans les prochains jours. Actuellement, par contre, il y a des commentateurs qui ont toujours supporté Trump qui, là, semblent jeter la serviette. Et M. Trump, dans des conditions où il est décrié, moqué, bien, il peut commencer à faire un fou de lui de façon encore plus spectaculaire qu'on l'a vu jusqu'à présent. Let's see what's happened. On a fait le tour de notre volet géopolitique. Maintenant, on va revenir sur NVIDIA qu'on a vu ensemble il y a 2 jours. Et ce qu'on a dit, c'est produit. Donc, on a eu raison dans notre analyse. Donc, on s'en va sur NVIDIA. Donc, vous voyez ici le graphique d'NVIDIA. Notre petite ligne verte représentait le point où on était la dernière fois.
la ligne verte était au-dessus de la fameuse chandelle rouge qui était notre chandelle de référence, si vous vous souvenez bien. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. La petite chandelle rouge dont on parle, là, oups, là, on va changer ça de bord, ça va être plus sympathique. Donc, ça, c'était notre chandelle de référence, la petite rouge, là, ici. Et on a dépassé le niveau clé. Il y a eu une cassure. Je vous parlais de volume. Je vous disais d'utiliser des volumes standardisés comme M. Bollinger le recommandait dans son livre Bollinger Bands. Et on va aller chercher les volumes pour le fun. On va voir ce qu'on a dit tenait la route. C'est le fun de pouvoir faire une espèce de revue de ce qui a été dit. OK, donc on a nos volumes. On les avait mis sur 5. On va revenir à ces paramètres-là. Puis on avait utilisé aussi les volumes standardisés. Parfait. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que la cassure qui s'est produite sur, vous voyez la grande chandelle ici, là, il y a eu en effet une cassure significative au niveau des volumes. Donc, je vous avais dit l'autre fois, prenez en considération les volumes. Donc, ce volume-là, l'espèce de petite bande verte ici, ça correspond à l'explosion au-dessus de notre niveau ici. Et je vous avais dit qu'on allait probablement travailler dans cette zone-ci. J'avais fait part qu'on était dans une triangulation et que la remontée, peut-être que notre mouvement va s'arrêter ici pour redescendre, corriger et remonter. Peut-être qu'on va percer ce niveau-là directement. Il y a plusieurs scénarios possibles. Mais ce qu'on avait anticipé, la remontée, c'est là. Et la zone dans laquelle on avait dit qu'on allait travailler, c'est là aussi. Donc, on a quand même, jusqu'à présent, un bon score. D'ailleurs, avec toutes les analyses qu'on a faites depuis le début, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on fait des vidéos 2 fois par semaine, on a eu pas mal raison. On ne s'est pas trompé beaucoup. Ça nous est arrivé, évidemment. Ça va nous arriver encore. Mais on peut dire qu'on est au centre de la cible. Donc, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Probablement, ça ne veut pas dire que tous les jours, ça va être haussier jusqu'à la fin des temps, mais probablement qu'on va venir toucher notre droite ici. Ça correspond aussi à notre fameuse zone, qui est une zone dans laquelle le marché va être tenté de travailler. On pourrait tout à fait percer la droite pour poursuivre la hausse. Auquel cas, on aura affaire à un marché qui fait du price action parce qu'on dépasserait ce niveau-là, parce qu'on dépasserait peut-être ce niveau-là ultimement, puis pourquoi pas ce niveau-ci. Donc, rappelez-vous que si on vient briser une figure chartiste, selon les statistiques, ou plutôt les probabilités, on a, advenant qu'on brise cette droite-là ici, on a 65% de chances de revenir percuter sur le niveau avant de remonter. Et si on regarde la figure qu'on a ici, on pourrait calculer l'amplitude entre le bas de notre droite et le haut. Ça correspond, admettons, à 49%. Bien, faire 50% de ce 49%-là, c'est raisonnable. Ça risque d'être fait. Ce qui veut dire qu'on pourrait facilement, 49, on va mettre ça à 50, il y a un petit 25% ici qui pourrait tout à fait être gagné. Les probabilités sont de notre bord si on vient briser la fameuse droite. Donc, regardez ça. Ça peut être l'occasion de faire de l'argent puis de nous dire qu'on fait un bon travail. D'ailleurs, faites-nous des thumbs up, donnez-nous des commentaires. On a besoin de ça. Votre présence, elle est plus que le bienvenu. On veut que vous soyez là. On veut être transparent, puis on veut échanger avec vous. Appelez-nous, commentez sur nos vidéos,
présentez ça à vos amis. On a un Discord aussi, allez-y. Et pour ceux qui sont à Montréal, vous pouvez venir nous rencontrer. C'est simple, vous nous appelez, vous prenez rendez-vous et on va passer du temps ensemble. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.